Bonjour et bienvenue à ce podcast, Madame Olga. Merci d'être là. Merci de nous faire cet honneur de participer à cette émission. Je vous remercie, Monsieur Kabé. C'est vraiment pour moi un honneur parce que je sais que vous avez un parcours assez riche. J'ai vu cela sur les réseaux sociaux, mais je me dis derrière, évidemment, ce que l'on peut voir sur les réseaux sociaux, il y a un parcours, il y a assurément une histoire. Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de quel pays vous venez déjà? Moi, je viens du Cameroun. Cameroun, très bien. Alors, je sais que les Camerounaises et les Camerounais aiment bien l'entrepreneuriat. Et donc, ce n'est pas pour moi une surprise de vous voir à la tête d'Inacan. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'organisation que vous dirigez qui s'appelle Inacan? Inacan, déjà, c'est quoi? INECAN, c'est l'intégration des nouveaux arrivants au Canada. Ah, c'est très bien. Alors, ça m'intrigue un peu parce que je sais dans quelles circonstances je suis arrivé au Canada. Ça a été très difficile au début. Et je me demande, qu'est-ce qui vous a poussé à pouvoir offrir, en tout cas vos services, ou du moins l'essentiel de vos services, à cette clientèle qui est les nouveaux arrivants? Alors, ce qui m'amène à créer INACAN, ça n'a pas vraiment des défis que j'ai eu à affronter, en fait. Donc, lorsque j'arrive au Canada, je me rends compte que ce n'est pas évident. Ce n'est pas toujours ce qu'on voit dans les réseaux sociaux. Donc, on nous montre que tout est beau. Quand on arrive, on dirait que c'est comme tout était planifié et qu'on n'aura pas de problème. Alors, j'ai été froidement, comment je dirais, baptisée quand je suis arrivée. Donc, j'ai vu que la réalité, ou alors la réalité était différente de ce qui était présenté dans les réseaux sociaux. Et je ne connaissais pas c'était quoi l'accompagnement. Parce que je me dis, si j'avais été accompagnée, les défis par lesquels je suis passée, je l'aurais probablement évité. Donc, avec le temps, j'ai commencé à chercher, à avoir les solutions aux différents problèmes que je rencontrais. Et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à visiter les organisations qui accompagnaient les personnes dans le milieu. Et j'ai constaté qu'il y avait un manque d'accompagnement pour tous ceux qui venaient d'arriver au Canada. Vous savez, quand on vient de nos pays, chacun vient avec sa culture, chacun vient avec son comportement. Et le pays d'accueil n'avait pas, je dirais que n'avait pas toutes les ressources nécessaires pour pouvoir accompagner les personnes qui rentraient au Canada. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai voulu créer INACAN pour pouvoir accompagner ces personnes-là qui arrivent et qui sont dépaysées, qui ne savent pas par quoi commencer. Et voilà, donc cela m'a amené à pouvoir être disponible pour cette clientèle-là. D'accord, très bien. Vous avez évoqué plusieurs termes ici, entre autres difficultés, défis. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Parce que j'imagine que les nouveaux arrivants rencontrent effectivement beaucoup de défis. Est-ce que vous avez quelques défis en tête à nous partager? Bien évidemment. Donc, je peux évoquer quelques défis, notamment le logement. J'ai eu un gros enjeu au niveau du logement. Quand tu arrives au Canada, c'est comme tu as un casier vierge, parce qu'au Canada, tout est enregistré. Et quand tu viens d'arriver, tu n'as rien. Donc, ça fait que pour trouver un logement, c'est pas évident parce que les propriétaires te demandent le revenu, déjà que je n'avais pas. Ils te demandent d'avoir un garant. Je n'avais pas de garant non plus. Donc, ça a été vraiment très, très compliqué pour moi de pouvoir trouver un logement. J'ai dû, je dirais que c'est pas un miracle que j'ai eu le logement après plus de 6 mois de recherche. Donc, je suis allée rendre visite à une amie dans une ville non loin d'Ottawa où je résidais. Et c'est de là que j'ai vu une plaque et elle m'a dit, voilà une plaque, il faut essayer. Je disais, ben, ce sera comme tous les autres. À chaque fois qu'on appelle, c'est les mêmes choses qu'on demande, le revenu, on demande le requérant et tout ça. Je n'avais pas toutes ces choses-là. La seule chose que j'avais de disponible que les propriétaires demandaient, c'était d'aller vérifier mes antécédents judiciaires. Donc, ce jour-là, j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un qui, lui, m'a dit, comment est-ce que tu comptes payer mon logement? À ce moment-là, je n'avais que des prêts et bourses. Donc, je lui ai dit, je vais le payer avec des prêts et bourses. Et c'était la seule source. Parce qu'ici, vous savez, on considère les prêts et bourses comme un revenu. Donc, c'était la seule source de revenus que j'avais en dehors de
l'autorisation d'aller vérifier mes antécédents judiciaires. Alors, lui, il m'a dit, est-ce que tu es sûr que tu vas payer mon logement? J'ai dit, je suis sûr que je vais payer mon logement. Je suis quelqu'un qui tient toujours à mes paroles. Et puis, il m'a dit, qu'est-ce qu'il prouve? J'ai dit, c'est juste ma parole, comme je viens de vous dire. Je n'ai rien d'autre. Alors, il m'a regardé pendant quelques instants et puis il m'a dit, la maison est à toi, après plus de 6 mois de recherche. Donc, Quelle histoire. ça, c'est au niveau du logement. Mais sinon, il y en a. Hein. Il y a d'autres défis, notamment la formation au niveau de l'école. J'ai dû choisir également une formation qu'il ne fallait pas parce que j'ai été orientée par ma communauté, notamment. Donc, si vous voulez, on peut aussi en parler pour ce point-là. D'accord. Ah, justement, parce que je sais que les choix des programmes est d'une telle importance que ça détermine les types de carrières que l'on va avoir. Et lorsqu'on est mal dirigé en termes de choix des programmes, on peut tourner en rond pendant plusieurs années, plusieurs mois en tout cas, voire même plusieurs années. Ça va aussi impacter même nos démarches au niveau de la recherche d'emploi. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de vous, quand vous êtes arrivé au Canada, comment ça s'est passé, les démarches des retours aux études, et ensuite vous pouvez enchaîner, si cela ne vous dérange pas, au niveau même de la recherche d'emploi, comment ça s'est passé aussi, parce qu'on sait que ça constitue un autre défi pour les nouveaux arrivants notamment. OK. Alors, en ce qui concerne la formation, vous savez, quand on arrive au Canada, peu importe d'où vous venez du monde, tant que vous n'avez pas la formation canadienne, c'est un peu difficile de trouver un emploi qui correspond à votre profil au moment où vous arrivez au Canada. Alors, j'émigre au Canada avec un MBA en administration des affaires. Je fais évaluer mes diplômes. J'avais déjà eu la chance d'avoir quelqu'un qui était sur place, à qui j'ai envoyé mes diplômes, il a fait évaluer. Donc, à ce niveau-là, je n'ai pas eu de problème parce que j'avais déjà mon étude de comparatif de dossiers qui me permettait de pouvoir soumettre mes dossiers où le dossier était demandé, en fait, où la pièce était demandée. Alors là, j'arrive et puis le seul moyen, parce que quand on migre aussi, on demande de prévoir 3 mois de subsistance. Et la plupart du temps, on n'a pas ces 3 mois-là. Donc, j'arrive et puis je fais face à la réalité. Je n'ai pas la totalité des 3 mois de subsistance. Donc, il fallait trouver un moyen pour pouvoir subvenir à mes besoins en attendant peut-être être éligible pour l'aide sociale ou trouver un emploi. Donc, l'option que j'ai eue, c'était de trouver une formation. Alors, je vais chercher, on va m'orienter en fait, comme la plupart des immigrants, dans l'enseignement ou dans l'infirmerie. Alors, moi, j'ai la phobie des aiguilles, donc du coup, cette option-là, c'était oublié. Donc, j'ai pris l'enseignement et puis c'était un programme de 4 ans. Donc, pour enseigner, vu que je n'avais aucune notion, il fallait prendre 4 ans. Ça, c'est au Québec. Donc, ça, c'est au niveau du Québec. La formation, c'est 4 ans. Alors, je vais prendre cette formation-là, mais sauf que la formation, il y a des stages qu'on doit le faire. Donc, après une période, on vous envoie un stage. Alors, à mon premier stage, je me suis rendu compte que je n'étais pas à ma place du tout. Parce que l'éducation ici est totalement différente de l'éducation du Cameroun. Je ne me retrouvais pas. Et puis, je rentrais tous les jours avec la tête tellement... j'avais mal que je me suis dit, si je continue dans cette formation-là, je vais mourir avant le temps. Donc, j'ai carrément laissé cette formation-là et je pense que si cela est arrivé, c'est parce que je n'avais pas été accompagnée. Et j'ai même dû sauter une partie parce que là, comme je vous ai dit, j'arrive avec un MBA, je demande à rentrer à l'université. Et malheureusement, quand je dépose le dossier complet, on voit que je suis surqualifiée pour la formation que je suis en train de demander. Donc, on me dit, on ne peut pas te prendre parce que selon tes documents, tu as déjà cette formation-là et tu es en train de vouloir appliquer pour un niveau inférieur à ce que tu as déjà. Ça, c'est vouloir créer des problèmes à notre université. Donc, on ne peut pas te prendre. Donc, cette année-là, j'avais déjà raté parce que je ne pouvais plus, j'étais refusée, donc je ne pouvais pas continuer. Ça, c'est la deuxième année que je suis allée faire autre chose parce que je ne pouvais pas continuer dans le domaine.
À la base, je suis dans l'administratif. Je suis gestionnaire, donc il fallait que je change de domaine. Donc, c'est comme ça que je me retrouve dans l'enseignement. Et dans l'enseignement, je raconte comme ce que je venais de vous expliquer. Donc, par la suite, je me suis rendu compte que c'était pas du tout mon domaine et que je pouvais pas m'en sortir là-dedans. Voilà encore une autre année de raté. Donc, c'est pourquoi je dis il est important de se faire accompagner. Parce que lorsqu'on se fait accompagner, ça nous évite des pertes de temps, de perte d'argent, parce que j'ai perdu plusieurs années. J'ai perdu de l'argent aussi parce que les prêts et bourses, c'est de l'argent que tu vas rembourser. J'ai pris cet argent-là. La formation ne m'a pas été utile, mais je dois payer les dettes que j'ai pris, que j'ai contractées pour cette formation-là. Donc, c'est vraiment très important de se faire accompagner lorsqu'on arrive au Canada, par exemple, pour les nouveaux arrivants. Donc, moi, j'ai créé Inakan, en fait, pour pouvoir éviter que des gens retombent dans les mêmes erreurs par lesquelles je suis passée. C'est ça. Et qu'en est-il de la recherche d'emploi, qui semble être le plus gros défi de tous les nouveaux arrivants au Canada? La recherche d'emploi, je vous assure, j'ai tellement trimé et je dirais encore ici mon cas était particulier parce qu'au moment où j'émigre, je suis mère célibataire et j'ai un enfant de moins de 5 ans. Et on sait au Québec que lorsqu'on a un enfant de moins de 5 ans, tu ne peux rien faire. Il faut la garderie. La garderie, c'est un autre enjeu. Et je n'avais pas de garderie au moment où je suis arrivée. Et là où j'ai eu la chance aussi, c'est que depuis mon pays d'origine, j'avais appliqué pour une garderie. Donc, quand j'arrive, c'est 6 mois après que je parviens à obtenir une place en garderie. Et je me disais, le problème est réglé, mais non, le problème n'était pas réglé parce que là encore, il faut conjuguer entre les heures de travail et les heures de la garderie. Donc, étant toute seule, il fallait aller déposer parce que l'emploi a ses heures qu'il faut respecter. Ils vont, par exemple, te dire, on veut que tu sois là à 8 heures ou alors à 8h30. Entre-temps, la garderie ouvre à cette heure-là. Et on te dit, le travail doit finir à 17 heures, par exemple. Et c'est à la même heure que ton travail finit. Donc, je me suis retrouvée en train de... Et là, quand je dis même travail, c'est vraiment des jobs. Parce que des travails correspondant à mon profil, c'était compliqué pour respecter ces heures-là. Donc, je me retournais vers des jobs où je pensais être flexible, mais ce n'était pas du tout flexible. Donc, j'ai également tourné en rond pendant plusieurs années. Donc, j'ai fait au total plus de 3 ans sans trouver l'emploi, parce que j'avais un enfant à bas âge. Donc ça, c'était l'un des enjeux. Je me dis peut-être que si je n'avais pas un enfant de moins de 5 ans, peut-être que les choses auraient été différentes. C'est les cas, en fait. Ce que vous racontez, c'est l'histoire de plusieurs personnes immigrantes qui arrivent au Canada, sont obligées de faire face à ces challenges. Alors, généralement, lorsqu'on lit les enquêtes ou lorsqu'on lit les rapports des recherches, on remarque aussi qu'une autre difficulté, c'est la langue. Alors, quand je dis langue, ça signifie que dans une région comme on est ici, dans la capitale nationale, il faut idéalement maîtriser le français et l'anglais. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ce que vous savez ou des clients que vous avez rencontrés? Bref, aidez-nous à comprendre un peu cet aspect-là. Pour cet aspect-là, je vais évoquer ce que je vis au quotidien parce que je travaille dans une organisation qui fait également dans l'accompagnement. Je dirais, oui, on peut dire accompagnement parce que c'est les gens du milieu qui ont un revenu faible. Mais la clientèle est devenue... au départ, l'entreprise a été créée pour les natifs du milieu, mais notre clientèle, je ne sais pas si je peux appeler clientèle, mais on rencontre plus de 80% des immigrants, parce qu'ils se retrouvent dans cette fourchette-là. Et ce que je vois au quotidien, c'est des gens qui viennent de partout dans le monde et qui, la plupart, ne parlent pas français, mais qui ont immigré au Québec. L'enjeu que je vis, j'ai dû me trouver un logiciel pour pouvoir aider ces gens-là. Donc, lorsque je reçois quelqu'un qui ne parle ni français ni anglais, j'utilise ce logiciel-là pour qu'on puisse se comprendre.
Donc, ça, c'est moi, là. Non, c'est pas, ça ne concerne pas l'entreprise parce qu'en réalité, moi, je comprends ce que la personne vit. Je comprends par quoi la personne est en train de traverser, contrairement à ceux qui sont sur place, parce que mon organisation, c'est une organisation québécoise. Ils n'ont pas immigré dans la plupart, donc ils ne comprennent pas les réalités des immigrants. Moi, étant donné que je suis passée par là, je me donne cette mission-là. Et j'ai même parfois des problèmes avec ma direction parce qu'on me dit c'est pas ton mandat, mais je dis je vais le faire pareil parce que je ne peux pas voir quelqu'un qui est en train qui a besoin d'informations et je le laisse alors que j'ai l'information qui peut l'aider. Donc je me retrouve à faire de l'intervention sans le vouloir. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup. Et j'ai deux petites questions pour terminer. Imaginez que vous croisez Mohamed qui vient d'arriver. Okay. Il vient d'arriver du Burkina Faso. Mohamed, il est marié, il a 2 enfants en bas âge. Et ça fait 3 jours qu'il vient d'arriver au Canada, plus précisément au Québec. Quels sont les conseils que vous pourriez lui prodiguer alors qu'il vient à peine d'arriver, il est diplômé d'une licence, il n'a pas beaucoup d'expérience du travail au pays et il souhaite vraiment s'installer et il vient d'arriver comme travailleur qualifié. Vous qui avez de l'expertise dans l'accompagnement, quels sont les conseils que vous pourriez lui prodiguer pour faciliter son installation et son intégration dans cette nouvelle société? Alors, c'est ce que vous dites, c'est ce que je côtoie tous les jours. Donc, la première chose que je fais lorsque je reçois quelqu'un qui vient d'arriver, notamment dans les 5 premiers jours, je demande à la personne de souffler un peu. Parce qu'on sait que le dossier, l'immigration, c'est quelque chose de très, très complexe. Et parfois, on ne se rend pas compte. On vit un stress énorme, on vit des enjeux que parfois on n'a même pas conscience de ce que cela a pu créer en nous. Donc, quand je reçois des personnes qui viennent d'arriver, moi, je leur demande de se donner la chance de souffler un peu. Vu que c'est vrai que c'est la loi où on dit il faut toujours prévoir au moins 3 mois de subsistance, je lui dis tu as le temps. Tu as le temps de souffler et je vais t'accompagner. En fait, je me mets à disposition pour pouvoir accompagner ces gens-là. Mais s'ils veulent aller plus loin, moi, je les prends en dehors de mon organisation. Parce que dans mon organisation, c'est juste pour leur donner des informations de base. Mais s'ils veulent être accompagnés dans ce processus-là, au niveau d'INACAN, oui, je peux les prendre en dehors et puis aller vraiment en profondeur en fonction du profil de la personne. Et moi, je conseille de toujours rentrer d'abord à l'école parce que vous savez, peu importe d'où vous venez du monde, dans le coin du monde ici, tant que vous n'avez pas la formation canadienne, c'est difficile pour vous d'intégrer le monde du travail. Et l'une des premières choses aussi, c'est avoir son étude comparative de dossier. Donc, si la personne que j'ai en face de moi n'a pas ce document-là, je recommande déjà parce que ça permet de savoir à quel niveau est-ce qu'il est classé et de voir les offres qui peuvent être disponibles pour lui. Nous avons des bottins ressources de toutes les catégories, en fait, que ce soit l'emploi, les ressources scolaires, que ce soit les ressources communautaires. Nous avons des bottins qui peuvent les aider à pouvoir trouver ce qu'ils recherchent. On a également les personnes qu'on peut contacter comme vous, par exemple. Je sais que si quelqu'un arrive et que la personne a besoin d'une orientation scolaire, je peux le rediriger vers vous. Donc, ça, c'est ce que je fais au quotidien. D'accord. Alors, on va terminer par une dernière série de questions. C'est des questions qui concernent les erreurs qui sont couramment commises par les gens qui sont encore de l'autre côté, que ce soit en Afrique ou en Amérique latine ou en Europe, et qui désirent évidemment venir immigrer au Canada. Vous avez déjà y accompagné plusieurs de ces personnes, vous êtes passé par là, vous connaissez parfaitement l'itinéraire, si on peut le dire ainsi. Est-ce que vous avez une idée des types d'erreurs classiques, vraiment des erreurs classiques qui sont commises couramment et qui coûtent cher en termes de la réussite d'un projet d'immigration au Canada? Alors, l'erreur qui coûte vraiment cher ou quand on le voit au quotidien, c'est la recherche des ressources d'information informelles. Donc, je vais dire la mauvaise source d'information.
beaucoup de personnes qui veulent immigrer se focalisent des informations ou alors ils prennent pour comptant les informations qu'ils trouvent sur les réseaux sociaux et se basent sur ça pour généralement faire leur dossier. Ça, c'est la première erreur que beaucoup commettent. Je dirais que pour corriger cette erreur-là, lorsque vous avez les informations de peut-être Facebook, TikTok ou LinkedIn, peu importe où vous avez trouvé l'information, je conseille toujours le candidat d'aller à la source de l'information, d'aller dans le site du Canada, confronter l'information qu'il a reçue dans les réseaux sociaux avec les informations qui se trouvent dans le site du gouvernement. Parce que là, les informations sont mises à jour presque tout le temps. Et si tu te focalises sur les informations qui sont sur les réseaux, c'est probable que tu remplis un mauvais formulaire. Donc ça, c'est la première erreur que je rencontre. Et puis l'autre erreur, c'est vraiment les personnes qui choisissent de faire leur dossier eux-mêmes alors qu'ils ne connaissent pas tous les tenants ou alors les aboutissants du dossier. Généralement, c'est le rejet. C'est le rejet qui va suivre. Donc ça, c'est vraiment les deux grands problèmes que je constate au quotidien. Et est-ce que je sais que vous en parlez sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, par rapport à l'importance de se faire accompagner. Certaines personnes, évidemment, sont d'accord avec ça, d'autres ne semblaient pas s'inscrire dans cette façon de voir les choses. Quels sont les avantages de se faire accompagner par un cabinet comme Inakan, qui a une expertise en matière d'accompagnement des personnes qui désirent venir ici? Quels sont les avantages pour quelqu'un qui nous écoute, qui dit « Ok, très bien, je suis convaincu par tout ce dont Mme Louga a parlé. Maintenant, mais j'aimerais quand même savoir, c'est quoi les avantages de se faire accompagner? Comment vous pourriez répondre à une telle personne? » Alors, je partirai de mon histoire personnelle. Je vous ai dit, ça fait plus de 5 ans que je suis au Canada, je dirais 10 ans. Et là, je paye encore les erreurs que j'ai commises au moment où je suis arrivée. 10 ans se sont écoulés, mais je continue à payer ces erreurs-là. Et je les paye pourquoi? Parce que je n'avais pas été accompagnée. Lorsqu'on a la mauvaise information, on prend la mauvaise décision. Je dirais que l'avantage, c'est que vous gagnez en temps lorsque vous prenez un professionnel pour vous accompagner dans votre dossier. C'est vrai que dans la culture africaine, on ne connaît pas beaucoup ça, mais de plus en plus, quand les gens arrivent et qu'ils voient ceux qui se sont fait accompagner, quand ils voient la différence, ils reviennent vers vous. Comment est-ce que je peux faire pour rattraper le temps perdu? Donc, il y a vraiment beaucoup qui s'y intéressent. Ben, c'est quand ils sont déjà sur place là qu'ils comprennent. Mais étant encore de l'autre côté, c'est encore compliqué. Mais je dirais qu'une personne qui se fait accompagner gagne non seulement du temps, mais de l'argent aussi. Parce que ça va vous éviter de payer des dettes comme moi. Jusqu'à ce moment-ci, je continue, comme j'ai dit, je continue de payer les dettes des erreurs que j'ai commises en prenant une formation qu'il ne fallait pas. Donc, si j'avais été accompagnée cette formation-là, je devrais comprendre que cette formation-là, c'est pas celle qu'il me faut. Et ça devait m'éviter de prendre des dettes que je continue de payer jusqu'à aujourd'hui. Quel serait votre mot de la fin? Alors, je dirais que pour quelqu'un qui a un projet d'immigration, je recommande fortement d'être accompagné pour éviter non seulement le stress, pour éviter la perte d'argent inutile, pour éviter, je dirais, tout le tralala qu'il faut pour la constitution d'un dossier d'immigration et de gagner aussi en temps. Parce qu'un dossier qui est bien constitué, il n'y a pas de rejet, par conséquent, le délai de traitement est court. Est-ce que j'ai dit aux gens, l'agent d'immigration traite près de 100 dossiers par jour? Exactement. Lui, il ne sait pas si vous avez pris du temps ou pas à constituer votre dossier. Il ne se fie qu'à ce qu'il voit. Et il n'a que quelques minutes pour prendre une décision. Par rapport à votre dossier, oui. Par rapport au dossier. Si le dossier n'est pas bien constitué, évidemment, j'imagine, les risques des refus sont assez élevés. Ben, c'est ça, c'est ce qu'on vit. Il y a beaucoup de refus ces derniers temps, justement parce que il faut savoir que les agents d'immigration, ils ont un délai pour accorder, qu'ils accordent pour chaque dossier.
Et si votre dossier n'est pas bien arrangé ou alors toutes les pièces ne sont pas constituées, il ne va pas se casser la tête pour chercher à comprendre est-ce qu'il y a ci ou ça. Donc, il va très vite passer sur votre dossier. J'ai envie quand même de continuer un peu. Il y a beaucoup d'interdictions du territoire canadien à la suite de la présentation des fausses preuves, notamment des fausses preuves financières, Oui. que ce soit au niveau des études, au niveau aussi de l'immigration économique. Et si on parle plus précisément au niveau des études, qu'est-ce qui explique qu'il y ait autant des refus d'abord du permis d'études, ensuite évidemment d'interdiction du territoire, parce qu'on sait que quand on interdit du territoire, les conséquences sont majeures, mais qu'est-ce qui amène les gens à présenter des fausses preuves des capacités financières? Vous savez, le Canada est devenu un peu comme la mode de ces derniers temps et tout le monde veut y être et à tout prix. Je veux dire à tous les prix en fait. Et il y a beaucoup qu'on a constaté qui se font constituer des documents qui disent qui donnent des informations qui ne sont pas réelles ou alors qui font des prêts, je sais pas trop comment ça se passe pour que ils parviennent à produire ces documents-là, mais c'est vraiment triste qu'on rencontre de plus en plus ces cas-là et la raison pour laquelle certains de nos pays sont mis au rouge, parce qu'on a constaté que cette erreur-là est devenue récurrente. Il y a beaucoup qui prennent cette voie-là, mais je me dis, si tu n'es pas prêt, ça vaut la peine de te préparer et de soumettre un bon dossier et être sûr que ton dossier va passer, que de soumettre un dossier où non seulement les pièces ne sont pas complètes, et puis, ou alors que les pièces sont fausses, et que tu te fasses être interdit du territoire. Pardon, qu'on t'interdit d'entrer dans le territoire. C'est plus lourd lorsque tu es sommé d'une interdiction, parce que l'interdiction, ça commence à partir de 5 ans. Pourtant, si tu prends la peine si cette année je n'ai pas l'argent, tu peux te fixer des objectifs et pour pouvoir atteindre ce montant-là et soumettre légalement ton dossier. Là, tu auras gagné en temps. Donc, en moins de 5 ans, tu peux soumettre ton dossier. Madame Olga, merci infiniment de vous être présentée. Merci aussi pour toutes les informations que vous nous avez communiquées. Si quelqu'un veut vous contacter, comment il fait? Alors, si quelqu'un veut me contacter, j'ai un site web qui c'est www.inacan.ca ou alors info@inacan.ca. Très bien. Donc, est-ce qu'il y a sur les sites, on peut prendre rendez-vous? Oui, on peut prendre rendez-vous à partir du site aussi. Très bien. En tout cas, merci beaucoup. Je vous en prie. Et à très bientôt. À très bientôt.